un enjeu donc, qui est stratégique évidemment pour la continuité d'activité des entreprises, puisque aux risques classiques qui sont liés à la criminalité organisée sont venus s'ajouter la crise sanitaire, le conflit ukrainien, la crise climatique, qui ont révélé pour les entreprises des nouvelles fragilités, des nouvelles dépendances aussi. Et dans ce contexte géopolitique et environnemental qui est instable, la question qu'on va se poser, c'est comment les entreprises peuvent assurer la sécurité et la sûreté de leurs flux et comment est-ce qu'elles répondent à ces questions d'autonomie stratégique. Pour répondre à cette question, nous avons 4 intervenants qui vont attendre que le silence revienne dans la salle. Mais je compte sur vous pour être disciplinés, comme l'a dit Édouard Philippe tout à l'heure, même si nous ne sommes pas en guerre. Il a suggéré une certaine discipline, donc je vous remercie. Pour répondre à toutes ces questions, nous sommes heureux donc d'accueillir 4 intervenants. La particularité du premier, je vais commencer par lui, c'est qu'il ne nous donnera pas son nom, car il est classé secret défense. Nous connaîtrons uniquement sa fonction au sein de la DGSE. C'est le secrétaire général pour l'analyse et la stratégie. Merci d'être avec nous ce matin. À ses côtés, ou un tout petit peu plus loin, un autre représentant de notre service de renseignement du premier cercle, Florian Collat, dirige la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, la DNRED. Entre les deux, un ancien ministre, aujourd'hui sénateur, co-auteur d'un rapport récent et remarqué sur l'intelligence économique. Et puis enfin, le local de l'étape, si j'ose dire, puisqu'il est président de la commission Supply Chain au CDSE, Franck Davitoria, qui est aussi le directeur régional sécurité-sûreté de TD Synnex, une multinationale américaine de l'informatique. Comme quoi, ce matin, vous voyez, on fait aucun nationalisme exacerbé, on reçoit aussi les Américains, si j'ose dire. Nous allons commencer par donner la parole, si vous êtes tous d'accord, à l'homme de l'ombre, qui est en costume gris. Est-ce que, monsieur le secrétaire général de la DGSE, la crise sanitaire a été un électrochoc, on peut le dire pour tout le monde, mais y compris aussi pour vos services ? Oui, je vous remercie et je vous remercie de m'avoir invité. Bernard Rémier de DGSE aurait beaucoup aimé être présent ce matin. Vous savez, vous l'avez vu avec d'autres représentants, l'actualité les poursuit un petit peu. Alors pour répondre à votre première question, oui, très clairement. On peut dire que la crise pandémique, celle du Covid, a été un réveil un peu brutal pour un service comme la DGSE. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaillait pas sur les enjeux de souveraineté, de sécurité économique avant, mais la crise pandémique nous a confrontés à des questions extrêmement urgentes de la part de l'État, parce que notre rôle, c'est d'abord de répondre à des commandes de l'État. Nous ne sommes qu'un acteur de cette chaîne, avec une pression extrêmement forte sur comment peut-on s'approvisionner en produits devenus stratégiques, que vont être des produits, des masques, des respirateurs, des vaccins, etc. Comment s'assurer de la fiabilité de réseaux d'approvisionnement sur lesquels on n'avait absolument pas travaillé et qui n'étaient pas nécessairement considérés comme stratégiques avant. Et dans cette urgence et dans cette période de crise, les services de renseignement extérieur ont pu être sollicités. Je vais vous donner une illustration de à quel point certains services ont été sollicités. Ça n'a pas été le cas en France, mais j'ai au moins un, voire 2 exemples de services spéciaux occidentaux qui ont été chargés de monter une task force dans l'urgence pour acquérir par tous les moyens possibles, même légaux, on pourrait dire, des respirateurs, des masques, par les moyens qui sont ceux d'une opération spéciale, si nécessaire. En allant négocier sur le tarmac une cargaison qui était prévue pour un autre destinataire. Voilà. Donc ça vous donne un petit peu... Et on va négocier directement sur le tarmac. On l'a vu, exactement. Avec la mise en œuvre de toutes les techniques que peut utiliser un service tel qu'un service spécial lorsque il agit dans d'autres types d'opérations. Donc dans certains cas, ça a été ce niveau de mobilisation qu'on a. Ça n'a pas été le cas en France parce que en fait, l'État fonctionne bien malgré tout et on n'a pas eu à recourir à ce type de moyens. Mais en gros, ce que vous nous expliquez, vous avez cité des services occidentaux, donc en gros c'était chacun pour soi à ce moment-là, clairement. Je crois qu'il y a une réelle différence. J'ai parlé de services occidentaux. Il y a une coordination européenne
en fait très rapidement qui s'est mise en œuvre, et une gestion, je dirais, normale. Quand je parle de normale, c'est quand on a recours à un service spécial, c'est qu'on n'est plus dans le normal. Et on a réussi à assurer la réponse aux attentes extrêmement fortes de notre société par des moyens coordonnés européens et normaux. Et je dirais tant mieux. Il n'empêche que nous avons été sollicités dans cette période-là pour savoir quel est l'état exact des stocks de tel ou tel fournisseur. Est-ce que la chaîne d'approvisionnement est fiable? Est-ce que les cargaisons n'ont pas été déjà vendues 3 fois à 3 clients différents? C'est pratique qu'on a vu. Et on sait tous qu'on était confronté à des problèmes de fiabilité de ces matériaux dans l'urgence au moment du tout début de la crise. Ça, c'était un petit peu le premier temps. Je dirais qu'il y a eu un deuxième temps qui a été plutôt celui d'une ouverture de la focale, une réflexion un petit peu plus large, qui est le confinement se poursuivant, la crise se poursuivant. Comment va-t-on assurer la sûreté, la sécurité de nos approvisionnements sur des matériaux ou des produits extrêmement critiques? Et là aussi, ça nécessite l'engagement de moyens de renseignement pour savoir quelle est l'honorabilité et la fiabilité de tel type de fournisseur, quels sont les déterminants macroéconomiques, microéconomiques, diplomatiques, politiques, les intentions de tel État ou de tel acteur qui pourrait nous fournir. Donc ça, l'exemple peut être dupliqué. Vous avez parlé de la crise sanitaire, mais pour, par exemple, les ressources en énergie avec la guerre en Ukraine. C'est le même procédé. Tout à fait. On a eu un second wake-up call, pour dire en bon français, avec la crise, la guerre en Ukraine, sur laquelle assez rapidement, avec la montée des tensions, l'État s'est interrogé sur les conséquences éventuelles d'une crise. Parce que, je le répète, la DGSE n'est qu'un acteur dans cette chaîne, dans la détermination de nos intérêts stratégiques et de notre décision de politique extérieure. Et donc nous, on arrive un petit peu en bout de cette chaîne pour répondre à des questions que les autres membres de l'administration auxquelles ils ne peuvent pas répondre. Donc effectivement, sur la crise ukrainienne, assez rapidement en amont, on a été sollicité pour savoir quel serait l'impact d'une guerre, quel serait l'impact de sanctions, quel est le caractère substituable de l'énergie russe. Et donc, aller prospecter, se renseigner sur quels sont les différents acteurs de ça. Très clairement, je dois insister sur un point, le rôle de la DGSE, ça n'est pas, dans une situation comme celle-là, de fournir une analyse stratégique générale du marché de l'énergie et des positions françaises sur le marché de l'énergie. C'est un travail d'expert qui nécessite des compétences extrêmement larges. Ça. Notre métier, nous, DGSE, c'est l'espionnage. C'est les rechercher par des moyens secrets, exorbitants du droit commun, l'information cachée, le renseignement, quand il n'est pas accessible par d'autres moyens. Pour vous expliquer qu'on arrive vraiment au bout de la chaîne. Et quelque part, pas seulement sur les chaînes d'approvisionnement strictement françaises. Évidemment, on est aussi très interrogé sur le niveau de dépendance de partenaires européens. Ça va déterminer leur position politique et donc la nôtre. Et sur un cas que je peux vous donner comme illustration par exemple, quand le blé ukrainien, les exportations de blé ukrainien ont été interrompues, une sorte de frisson de terreur a parcouru notamment le monde arabe, qui est extrêmement dépendant de la fourniture de blé ukrainien. Et là, vous avez une interrogation extrêmement forte qui est quel est l'état des stocks de blé dans des pays arabes qui sont extrêmement instables, dont la population pauvre est extrêmement dépendante à la fourniture de blé, de farine, parce que si on se rend compte qu'on n'est pas capable, qu'ils ne sont plus capables, eux, de s'approvisionner, ça a un impact direct sur notre politique. Donc vous voyez comment on est très impliqué dans ces thématiques, et je dirais pas seulement dans la seule logique de la sécurité, de la souveraineté de nos propres approvisionnements stratégiques, mais aussi parfois sur la nature et la fiabilité de chaînes d'approvisionnement plus générales. Par ricochet pourrait avoir des conséquences.
Jean-Baptiste Lemoyne, à l'époque de la crise sanitaire, du déclenchement de la crise sanitaire, vous étiez ministre auprès des Affaires étrangères, ministre délégué des Français de l'étranger. Cette crise, vous l'avez vécue de l'intérieur du gouvernement, avec la nécessité d'agir concrètement pour, pas forcément sauver les flux français, mais il y avait les flux des ressortissants français et les employés des entreprises françaises qui sont à l'étranger avec leur famille. Oui, bien sûr. Alors tout ça, finalement, nous paraît à la fois bien loin, aujourd'hui, parce que la vie a repris, très clairement, et en même temps, finalement, c'était quand même il n'y a pas si longtemps. C'est fou de voir la façon quand même avec laquelle on a enjambé cet épisode, mais je pense que tous dans la salle, au regard de vos fonctions, vous avez été également très impliqués dans cette gestion de crise. Et pour ma part, à l'époque, effectivement, membre du gouvernement, avec ce spectre affaires étrangères et français de l'étranger, on a eu en fait, 2-3 sujets immédiats. Le premier qui s'est posé, ça a été d'abord le rapatriement de tous les Français qui étaient de passage à l'étranger et qui d'un coup d'un seul se retrouvaient bloqués. Ça a commencé par le Maroc, si vous vous souvenez bien. Véritable émeute à Marrakech, à l'aéroport, etc. Et il a fallu comme ça en ramener 340 000 avec des sujets de logistique qui d'ailleurs ont aussi trait à la souveraineté, parce qu'on était bien heureux d'avoir une compagnie nationale à ce moment-là, mais cette compagnie nationale aussi à un moment avait ses propres contraintes RH, etc. Et puis par rapport à toutes les contraintes sanitaires. Donc on a été aussi très heureux de pouvoir travailler avec Qatar, il faut se dire les choses, qui a continué à faire voler ses avions pour aller chercher des Français dans la petite île qui était des Philippines, qu'on ramenait dans la moyenne île, puis ensuite dans la capitale et ensuite qu'on rapatriait. C'était une véritable noria. Donc premier sujet, c'était le rapatriement, et c'était un truc où tous les jours on se faisait un point. Jean-Yves Le Drian, votre serviteur, le chef du CDCS, parce qu'on a un truc en France qui est quand même génial, qui s'appelle ce centre de crise et de soutien, qui nous est quand même assez envié par de nombreux autres États, pour véritablement voir combien d'avions on avait, où est-ce qu'on allait les envoyer, etc. Et on a été chercher des Français au fin fond de l'Amazonie, des groupes par groupe de 10, 15, 20. Je pense qu'on peut s'enorgueillir d'avoir eu cette capacité d'aller très loin, les ramener à la maison. Et puis, le deuxième sujet qui s'est posé tout de suite, avec des impacts logistiques également significatifs, dès lors que nous avions sécurisé, par exemple, en matière de vaccins, des doses, ce qu'évoquait Monsieur X à mes côtés, eh bien, c'était que nous puissions les acheminer auprès de notre diaspora. Parce que le Français établi à l'étranger, ça reste un Français. C'est-à-dire qu'il dit eh oh, moi la dose, j'ai envie de l'avoir aussi, donc quand est-ce que vous pouvez me l'injecter? Ah bah ouais, mais là, tu es au fin fond du Tadjikistan, ouais, mais quand même, mon cousin, il l'a eu, moi je veux l'avoir, quoi. Donc, concrètement, on s'est organisé pour envoyer des doses dans des dizaines et des dizaines de pays, y compris dans des rock states. Je les mets sous ce terme générique pour ne pas les désigner et pour ne pas faire effectivement courir de risques à nos personnels qui sont là-bas, pour essayer de protéger notre population française de l'étranger. Tout ça dans un contexte où, entre Européens, on essayait quand même de se coordonner facialement, parce que la vérité, c'était que pour les masques, pour les doses, pour les respirateurs, c'était chacun pour sa gueule. Et c'était le premier qui en a, vous avez raison, le premier qui en trouve, tout de suite, il met la main dessus et on les rapatrie. Alors on avait beau faire des conseils des ministres du commerce avec des conclusions du genre bien sûr on ne doit pas poser d'entrave au commerce libre, équitable et inclusif, enfin, voilà le genre de logorée traditionnel dans les instances européennes et internationales. Le fait est, c'est que derrière ça, dès qu'on avait identifié, y compris que sur notre sol on avait des ressources qui avaient été achetées par d'autres, en réalité c'est qu'on les bloquait ici. On est bloqué ici à notre profit. Donc, on a été, voilà, effectivement, tous les moyens ont été mis en œuvre pour sécuriser l'approvisionnement à la fois en France et des Français à l'étranger. Côté entreprise, Franck Davitoria, comment est-ce que ça a été vécu et quelles actions immédiates vous avez été obligé de mettre en œuvre? Alors, côté entreprise, effectivement, j'entendais parler de réveil brutal. Bon, le réveil était le même pour tout le monde, je crois. Toutefois, dans cette gestion de crise d'ordre mondial, on a souhaité en premier lieu effectivement sécuriser nos personnels, à savoir comment on va les sécuriser, comment on va les mettre à l'abri et quelles sont les actions qui vont mener à bien le fait qu'on puisse respirer et donc se positionner, se focaliser sur le business. Peut-être à la différence des instances
public. Le deuxième temps était effectivement la question de la continuité d'activité. On a une supply chain mondiale qui est en souffrance et qui allait se stopper. Donc les premières actions étaient par exemple de pouvoir mettre un VMI sur le port de Shenzhen. VMI, un Vendor Managed Inventory, un espèce de centre logistique adapté qui nous permet de réagir assez vite. Mais cela, encore une fois, c'était sans savoir que la chaîne mondiale allait se stopper. Et je pense que c'est peut-être un petit peu la différence, mais cette cellule de crise qui nous a demandé beaucoup de temps et de manière quotidienne, je pense, à nous tous, était surtout, in fine, une fois que nous avions sécurisé effectivement nos personnels, de dire maintenant comment on assure la continuité du business. Je reviens sur la DGSE avec le secrétaire général de l'analyse. Vous l'avez dit tout à l'heure, ça fait partie du travail de la DGSE que d'identifier les stocks, les stocks disponibles de matières importantes, stratégiques. Pour cela, quelle est dans la mesure du possible, dans ce que vous pouvez nous dire, quelle est l'organisation de la DGSE? Alors, j'ai lu dans un article récent sur Intelligence Online que vous avez créé ce qu'on appelle un centre de mission à la sécurité et à la souveraineté économique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur ce centre? Je n'entrerai pas dans le détail de notre organisation. Cette partie de l'organisation est classifiée, mais évidemment, c'est une très grande priorité que cette thématique de la sécurité et de la souveraineté économique qui a été très très fortement rehaussée en termes de priorité par le président de la République dès 2017. Et pas que pour la DGSE, mais pour l'ensemble de la communauté du renseignement. La stratégie nationale du renseignement qui est publique, qui a été rédigée par la CNRLT, fait très clairement apparaître cet enjeu-là comme étant cet enjeu de protection et de promotion de nos intérêts économiques, industriels, technologiques, par un travail le plus en amont possible sur les acteurs et les facteurs susceptibles de porter atteinte à ces intérêts, que ce soit par la prédation, la captation, la déstabilisation, etc. Donc c'est une priorité affichée de la communauté nationale du renseignement, une priorité forte dans laquelle on a beaucoup investi et que les différentes crises dont on parlait n'ont pas été, j'ai dit réveil brutal, oui, mais j'ai dit on avait commencé à travailler sur ces sujets-là bien en amont. Après, on a repositionné un petit peu les questions qui se posent et les enjeux qui sont ceux d'aujourd'hui ne sont plus tout à fait les mêmes que ceux d'avant la pandémie et avant la crise ukrainienne. Je crois que, comme l'a dit le ministre, on a un petit peu évolué, on a un peu changé de monde. Il y a une question on est passé d'un système globalisé qui fonctionnait à flux tendu, qui était extrêmement efficace, tant que la dynamique, l'équilibre de dynamique en réalité assez instable, fonctionne. Monsieur De Vittoria l'a dit, on commençait à réfléchir à comment organiser la continuité de nos stocks, de nos flux, jusqu'au moment où tout s'est arrêté, en fait. Et là, qu'est-ce que vous faites? Ça a repriorisé, je dirais, la question de, pas qu'au niveau du renseignement, au niveau de toute notre politique publique de l'État, de la reconstitution et la reconstitution d'une souveraineté sur un certain nombre de chaînes d'approvisionnement stratégiques, avec une politique une politique publique qui se définit, qui se met en place, de réindustrialisation, d'identification des filières stratégiques, d'investissement dans ces filières stratégiques pour que la France et l'Europe, mais la France avant tout, dispose des acteurs clés de ces filières. Ça veut dire relocaliser certaines productions. Je ne sais pas si, par exemple, pour une entreprise comme la vôtre, c'était possible, rentable, réaliste. De relocaliser ou... Oui. Alors, c'est un sujet très difficile. J'entendais tout à l'heure Édouard Philippe et j'étais satisfait de l'entendre, de dire qu'on avait un niveau discutable de la pensée stratégique, et c'est le cas. Aujourd'hui, nous fonctionnons avec des vendors, avec des fournisseurs qui sont pour la plupart implantés donc en Asie, là où on trouve en général la matière première, là où on trouve la main-d'œuvre qui coûte pas cher. Je doute encore à ce qu'un grand groupe coté en bourse puisse se relocaliser, et d'ailleurs c'était un des plans du gouvernement qui avait annoncé avec force et qui était plutôt bienveillant, d'accepter de revenir, ou en tout cas de manière pérenne, ou alors
de manière complète sur la France ou l'Europe pour perdre de la rentabilité. On en est là. Si on parle du monde, par exemple, du médicament, il faut savoir que la Chine a quand même 80 voire 90% des précurseurs chimiques sur cette terre en termes de production, ce qui fait que de toute façon, en délocalisant la production, on sera dépendant. Est-ce qu'on accepte de résoudre cette fonction à moitié ou pas? C'est un vrai enjeu. En tout cas, en ce qui concerne nos produits, en tout cas pour TD Synnex, effectivement, on est complètement implanté sur les pays asiatiques de production. C'est le monde du digital. Et effectivement, il n'est absolument pas rentable de pouvoir rentrer un jour en Europe et de produire chez nous. Jean-Baptiste Lemoine, vous, en tant que comme politique, la relocalisation, ça vous parle, ou il y a d'autres moyens pour la France de résister à ces fragilités qui ont été mises au jour, ces nouvelles fragilités qui ont été mises au jour sur les approvisionnements français? Bon, compte tenu de ce qui s'est passé en 2020, on voit qu'un certain nombre de décideurs ont fait le choix aussi de re-régionaliser leur chaîne de valeur. Parce qu'on voit que le commerce mondial, à un moment, il peut être affecté par un PET et que c'est des impacts significatifs. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises en ce sens de re-régionalisation, mais il se trouve qu'en France, ça a rencontré aussi un écho avec une volonté politique assumée du président de la République, effectivement, de structurer ou de restructurer un certain nombre de filières industrielles. Regardez les efforts qu'on a mis pour obtenir, par exemple, cette usine de batterie Prologium qui va s'installer à Dunkerque. On a mis beaucoup aussi d'énergie dans franco-allemand pour progresser sur des filières un peu critiques. Et c'est comme ça aussi que France 2030 aussi est né, pour ne pas être simplement observateur du monde qui vient, mais se donner des moyens de notre ambition. Mais au-delà de la relocalisation, je veux dire que nous, Français, avons aussi une façon d'être au monde un peu différente de nos voisins allemands ou italiens. Je m'explique. C'est vrai que quand on voit les chiffres du commerce extérieur français, on a plutôt tendance à se mettre sous Prozac. Moins 170 milliards, 7% de déficit par rapport au PIB, record par rapport depuis 1949. On peut se dire, rien ne va. Bon, en réalité, derrière, ce chiffre est l'arbre qui cache la forêt d'autres chiffres qui me semblent intéressants. C'est que d'une part, nous, Français, avons beaucoup plus de filiales à l'étranger que les Allemands ou les Italiens. 38 000 filiales françaises à l'étranger, 25 000 pour les Allemands. C'est pour donner un ordre d'idée. Tout ça pour dire qu'on est aussi des producteurs locaux, implantés sur des marchés locaux et desservant ces marchés locaux depuis en étant en proximité. Et ça, c'est aussi quelque chose qui rapporte à la France, parce que il faut prendre en compte les 70-75 milliards d'euros de bénéfices, de dividendes qui sont remontés en France et qui viennent de profits faits sur ces marchés étrangers. Donc je pense qu'il faut aussi, c'est très bien de relocaliser, et c'est nécessaire en termes de souveraineté dans un certain nombre de domaines, mais gardons aussi cette capacité à être très local, très présent, et ce qui fait aussi d'ailleurs qu'on peut être plus accepté comme partenaire que d'autres nationalités. Donc ça, c'était un petit point que je voulais verser au débat. Et s'agissant de, je dirais, de la sécurisation de nos chaînes logistiques sur un certain nombre d'approvisionnements, voilà, avoir une diplomatie offensive. Moi, j'ai beaucoup plaidé pour qu'on investisse sur l'Asie centrale, et je me réjouis que le président de la République ait pu enfin faire ces stops qui ont consolidé les liens avec le Kazakhstan, avec l'Ouzbékistan, parce que voilà, il y a un certain nombre de matières premières qui sont essentielles pour les technologies critiques. Évidemment. Florian Collat, vous représentez la DNRED. Donc, laissez allumer votre micro. On a brièvement parlé du port de Shenzhen, enfin de tous ces gros hubs logistiques qui sont mondiaux. Est-ce que vous considérez qu'on est bien outillé aujourd'hui pour assurer la continuité d'activité et pour être sûr de ne pas se faire attaquer ou se faire déborder, se faire infiltrer? Enfin, il y a différents dangers, différentes menaces. Merci beaucoup. Peut-être juste quelques mots pour dire qu'effectivement, je dirige un service de renseignement qui est situé au sein de la douane et qui, de façon très schématique, fait du renseignement sur ce qui rentre et qui sort de notre territoire
en termes de marchandises, qu'elles soient légales ou prohibées. Partant de là, on vient d'évoquer la mondialisation des chaînes d'approvisionnement et donc les dépendances qu'elles peuvent créer. Le premier message, et je pense que la crise du Covid a été là encore un réveil difficile sur le sujet. Un des premiers messages, c'est qu'on va généralement spontanément avoir un regard sur quelle est l'origine géographique de nos approvisionnements critiques, quels sont les fournisseurs clés. Donc on va avoir ce prisme. Il ne faut pas oublier non plus le circuit logistique qui va faire que ces approvisionnements arrivent jusqu'à vous. Je m'explique, on a vu pendant le Covid effectivement un secteur aérien extrêmement perturbé. On a vu des infrastructures portuaires complètement saturées comme le port de Shenzhen avec des dizaines, des centaines de bateaux qui attendaient pendant des jours, des semaines à charger les marchandises et enchaînent des pénuries en Europe. Derrière, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut se soucier, et c'est un des messages qu'on porte au sein de notre service, il faut se soucier de la chaîne logistique qui vous permet de faire circuler vos approvisionnements critiques, les hubs clés par lesquels il va transiter, et même les vecteurs qui soient maritimes, aériens, ferroviaires, par lesquels ces marchandises vont transiter. Ça n'est pas un hasard si, je vais citer juste 2 exemples, mais ça n'est pas un hasard si la Chine a fait de sa stratégie internationale en matière économique, les routes de la soie, une stratégie logistique en fait, qui consiste à maîtriser la chaîne logistique quasiment de bout en bout, c'est-à-dire de l'usine chinoise jusqu'à la livraison aux consommateurs européens, en maîtrisant des opérateurs de transport, des infrastructures clés, des logisticiens. Deuxième exemple, la question du blé ukrainien, elle a été évoquée tout à l'heure. Un des principaux défis pour résoudre ce sujet, c'était comment faire en sorte d'exporter le blé ukrainien de façon très pratique, très matérielle, très logistique, à partir du moment où le port d'Odessa était bloqué. Est-ce qu'on pouvait changer complètement et facilement le circuit logistique en passant des énormes bateaux céréaliers à des camions ou des trains? Et en fait, on s'est très vite rendu compte que changer de circuit logistique, c'était très très compliqué et qu'il fallait quasiment, je n'ai plus les chiffres exactement en tête, mais qu'il fallait 50 trains pour un seul bateau, voire des centaines de camions pour un seul train. Et donc, en fait, ça a fortement orienté la réponse politique qui a été d'essayer de trouver un deal diplomatique pour permettre de rouvrir le port d'Odessa parce qu'il n'y avait pas d'alternative logistique. Voilà. Donc ça, c'est peut-être le premier point. Je ne sais pas si vous voulez que je développe aussi une autre vulnérabilité qu'on voit qui porte sur, je dirais, vous êtes dans la chaîne d'approvisionnement de quelqu'un d'autre. Vous allez avoir une attention toute particulière sur votre propre chaîne d'approvisionnement, mais vous êtes aussi dans la chaîne d'approvisionnement de quelqu'un d'autre. Voilà. Après, je voulais juste vous relancer sur, quand vous parliez de la stratégie vraiment de la Chine, d'investir massivement sur toute la chaîne du début à la fin. C'est quelque chose de dangereux, c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez nous à l'inverse. Et ça passe par quoi? Par une prise capitalistique au sein de toute la chaîne dans un port, par exemple? Ce qu'on voit, c'est effectivement une stratégie avec des opérateurs étatiques ou en tout cas nationaux qui opèrent tout le long de la chaîne logistique et des investissements massifs dans les infrastructures de transport. Le port du Pirée en est un exemple. Il y a eu récemment des débats autour d'un investissement dans le port de Hambourg. Donc il y a une vraie volonté de maîtriser cette chaîne, y compris par des investissements très très forts à l'étranger. Et nous, ce qu'on cherche à faire, c'est à partir de la donnée douanière, et donc ça c'est un outil qu'on est en train de construire, de comprendre nos vulnérabilités dans cette chaîne, à la fois d'un point de vue national, mais aussi pour pouvoir, parce que la douane vous accompagne dans vos démarches d'importation et d'exportation, pour pouvoir vous accompagner dans l'identification de vos propres points de vulnérabilité ou en tout cas points de sensibilité. Voilà. Et vous pouvez aider les entreprises françaises concrètement? On peut faire appel à vous comme un service de l'État pour dire cartographier en quelque sorte les risques
de la supply chain de telle ou telle entreprise? Alors en général, les entreprises sont en contact directement avec ce qu'on appelle des pôles d'action économique, qui sont des services locaux de la douane et qui sont les interlocuteurs des entreprises qui exportent. Mais donc on va rarement aller directement à nous. Mais en tout cas, derrière l'action de ces pôles d'action économique, eh bien, parfois il y a notre ombre portée et nous pouvons contribuer à les orienter et à les alimenter pour que ces pôles puissent vous donner les meilleurs conseils. Monsieur Lemoine, à l'époque, en 2017, enfin à l'époque, c'est il n'y a pas si longtemps, vous parliez de ce problème du filtrage des investissements extra-européens. À l'époque, quand vous en aviez parlé, vous aviez du mal à vous faire entendre? Alors je vais venir sur ce sujet de souveraineté, mais peut-être pour rebondir directement sur ce que disait le directeur de la DNRED sur les chaînes logistiques. Il y a un point d'attention en termes d'actualité qui est le détroit de Formose. Il y a des élections à Taïwan au mois de janvier, 13 janvier. On voit la façon dont la Chine, également de plus en plus présente et active dans ces contrées. Et on a en tête que c'est un porte-conteneur sur 2 qui emprunte le détroit chaque année, et pour les plus gros cargos, c'est 80% qui l'empruntent. Donc on a là 130 km, 150 km qui sont cruciaux, dont il faut s'assurer de la navigabilité, et c'est pourquoi d'ailleurs la France, comme d'autres États, fait régulièrement passer ses frégates pour s'assurer du caractère libre et ouvert de la circulation maritime. Donc je le signale parce que dans les prochaines semaines, on risque d'en entendre parler, même si les scénarios d'engagement des Chinois vont de scénarios faibles, mais qui sont quand même déjà plus durs que ce qui existait il y a 2 ans, jusqu'aux scénarios extrêmes, mais dont on ne pense pas qu'ils soient aujourd'hui les plus réalistes. Mais en même temps, l'imprévisibilité des relations internationales ces dernières années doit aussi nous conduire à beaucoup d'humilité. Mais voilà, point d'attention sur ce sujet-là, au regard de ce que vous venez de dire, quand on voit l'impact, ne serait-ce que sur Odessa. Imaginez ce que c'était le détroit de Formose qui était concerné. Vous évoquiez donc le filtrage des investissements étrangers, et c'est vrai que on a, heureusement, je pense, une France et une Europe moins naïves qu'il y a 10 ans. Et c'est vrai que, parlant de cette expérience d'un travail au sein du Conseil des ministres du commerce de l'Union européenne, il y a 6 ans, lorsqu'on parlait de renforcer le filtrage des investissements étrangers, le Français que j'étais se faisait régulièrement rembarrer par ses collègues d'Europe centrale et orientale sous l'angle, c'est encore le colbertisme de service. Et je me réjouis de voir que désormais, on a réussi à progresser, on a réussi à renforcer le droit européen en la matière. Et d'ailleurs, au niveau national, on a même été encore plus loin. Vous avez vu, on a élargi en 2020 la liste, je dirais le décret LOS Villepin de 2005, élargi par Montebourg, qui était à nouveau élargi aux industries agroalimentaires, à la data, etc. Et puis on a abaissé les seuils également de déclenchement des procédures d'examen ex ante. Et maintenant, je pense que ce qui est très important, c'est de s'assurer que nous puissions faire le suivi des demandes que nous faisons aux investisseurs, que nous autorisons à investir. C'est là où d'ailleurs la DGE, le Trésor sont très utiles et ont besoin, je pense, d'un peu de renfort, y compris en RH, pour pouvoir monitorer tout ça. C'est une chose de donner des prescriptions, c'en est une autre de s'assurer qu'elles sont bien respectées. Mais voilà, Dieu merci, du chemin a été parcouru, dans le bon sens, me semble-t-il. Vous avez évoqué la Chine et ses routes de la soie, ses colliers de perles qui sécurisent ses flux d'approvisionnement. L'Europe peut-elle faire ça? Est-ce que l'Europe a déjà entamé, si j'ose dire, une réplique sur ce point-là? Alors le G7 s'est positionné il y a 2 ans, me semble-t-il, et l'Europe l'a décliné en mettant en place un programme qui s'appelle Global Gateway, qui justement est un programme de 300 milliards d'euros d'investissement. On a déjà fait une première brique avec nos amis africains, avec 150 milliards d'euros d'investissement programmés, qui vont pour une grande partie sur de l'infrastructure. Par exemple, Djibouti projette 2e aéroport. On a engagé des crédits pour être dans les études de faisabilité et derrière, on l'espère, concrétiser l'essai et peut-être nous-mêmes, naturellement, être à la manœuvre dans la mise en place de cette nouvelle infrastructure à un point qui est crucial en Afrique. Donc l'Europe aussi s'est réveillée de ce point de vue-là.
pour ne pas laisser le chemin libre uniquement à nos compétiteurs d'Extrême-Orient. On va parler, si vous voulez bien, un petit peu des risques cyber sur la supply chain. Franck da Victoria, quand on avait préparé cette table ronde, vous nous aviez parlé, vous aviez insisté sur le risque croissant qui est induit par la digitalisation à tous les stades. Oui, alors pour donner le lien, on parlait à l'instant de la Chine. La Chine, c'est quand même le deuxième pays d'investissement direct étranger. C'est-à-dire qu'ils vont mettre 200 milliards sur la table tous les ans pour simplement stratégiquement se développer et être sûr d'atteindre l'objectif du commerce qu'ils souhaitent. Ils extraient, ils transforment, ils transportent. De là, les entreprises, et je pense que les entreprises mondiales ont bien compris le jeu et l'économie qu'ils pouvaient en faire, puisque c'est un service qui est apprécié, vont vouloir faire ces économies d'autant plus que, par exemple, le DOS, ce qu'on appelle le DOS, le Day on Stock, va être diminué. C'est-à-dire qu'on veut marcher en flux tendu. Le stockage de marchandises coûte cher, c'est du mètre carré, c'est de l'énergie, c'est du personnel, et on n'en veut plus. D'où l'importance de la supply chain et de sa sûreté de A à Z. Alors, fatalement, et je vais faire sourire, je pense, le staff du CDSE sur l'industrie 4.0, on a connu une transition digitale qui est assez puissante, où aujourd'hui tout est data. C'est-à-dire que lorsque, je vais vous donner un exemple très simple, vous commandez aujourd'hui une voiture, vous faites clic, je commande, eh bien vous avez un ERP, un logiciel qui va centraliser votre logistique, ou en tout cas vos commandes, et qui va envoyer à plusieurs pays, plusieurs partenaires en même temps les besoins. Alors si c'est du cuir pour vos sièges, eh bien ce sera certainement l'Argentine. Si c'est pour des puces ou de l'informatique, eh bien ce sera la partie asiatique ou autre. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui on est dans un échange de data qui se développe énormément, qui nous surexpose et qui fait que le directeur sûreté devient essentiel dans la chaîne. Pourquoi ? Parce qu'on ne maîtrise pas encore très très bien ces risques. On en parle tous les jours. J'ai envie de dire que les cyberattaques sont au sujet du quotidien. Et effectivement, pour qu'un business se passe bien, il faut que l'on puisse accompagner dans ces nouveaux risques nos entreprises qui veulent toujours être un peu plus rentables. Florian Colas, ces attaques cyber, justement, les ports, les aéroports en sont régulièrement des cibles ? Oui, toutes les infrastructures critiques sont cibles de cyberattaques. Alors, elles peuvent être cibles de cyberattaques d'origine, je dirais, étatique ou para-étatique, qui sont des moyens de guerre hybride ou d'envoi de messages bien identifiés. Mais elles sont aussi, et ça c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, l'objet de cyberattaques d'origine criminelle, des grandes organisations criminelles qui ont tout simplement les moyens de se payer les services de hackers, et qui visent par exemple à voler des identifiants, des codes d'accès, des comptes, qui vont ensuite donner lieu à des usurpations d'identité et qui vont permettre à ces organisations criminelles d'opérer de façon libre sur des infrastructures portuaires, typiquement pour localiser, récupérer, manipuler des conteneurs qui ont été contaminés par exemple par de la drogue ou autre chose. Voilà, donc c'est un phénomène qui est expansionnel aujourd'hui et sur lequel on est amené à lutter avec les autres acteurs de la cybersécurité au niveau français. Franck da Victoria, je reviens vers vous. On a parlé des attaques contre les infrastructures, il y a aussi les attaques qui touchent les fournisseurs donc de la supply chain. Quand on est en fin de parcours, j'ose dire, quand on est une grande société avec une multitude de fournisseurs, quelle garantie peut-on avoir ? Comment peut-on avoir la garantie que ces fournisseurs seront protégés contre le risque cyber notamment ? Alors le but évidemment c'est de s'assurer déjà de la qualité de nos partenaires, de les visiter, de les auditer, de voir leur niveau de certification et de confiance. Néanmoins, je ne vous ferai pas l'économie de vous rappeler qu'en 2017, un des grands transporteurs mondiaux, pour ne pas le citer, Maersk, a été cyberattaqué dans le cadre d'un ransomware que vous connaissez, NotPetya. Préjudice 300 millions d'euros. Imaginez-vous en 7 minutes, 49 000 ordinateurs qui s'éteignent, 7 000 serveurs qui sont détruits, et vous avez un transporteur maritime qui impacte 15 ports mondiaux, avec tous ces navires qui est à l'arrêt. On est sur un vrai sujet de la supply chain, effectivement, une vraie prise de conscience, on est en 2017. Là où encore la cybersécurité est un mot moyennement connu. Et effectivement, pour vous répondre, Alain,
On a besoin réellement d'accompagner, de savoir, de monter en capacité. Et la chose qui est intéressante, c'est que on avait presque peut-être connu la fin d'un transporteur mondial comme celui-là. La chance a été simplement qu'il y ait une panne électrique dans un pays africain qui a fait qu'un des serveurs n'a pas été affecté. On a pu récupérer la structure de l'entreprise et la sauver ainsi. D'où l'importance, effectivement, donc, pour me répéter, d'accompagner cette chaîne logistique de A à Z qui est aujourd'hui surexposée. Florian Collage, quand vous intervenez concrètement, les douanes interviennent sur un port. Est-ce que ça ralentit les flux? Est-ce que finalement, c'est une question que peuvent se poser aussi les entreprises, est-ce que vous ralentissez ou est-ce que vous donnez de la qualité à ce qui rentre et ce qui sort, enfin surtout en évitant que ce qui rentre et ce qui sort soit pas légal? La douane, elle a vraiment les deux missions, de fluidifier le commerce et en même temps de s'assurer de sa légalité. Je dirais qu'un contrôle douanier classique pour éventuellement, par exemple, extraire de la drogue d'un conteneur, ça sera très rapide et ça ne va pas beaucoup perturber la chaîne logistique. Ce qui peut éventuellement perturber les opérations, c'est si une demande est faite de décharger plusieurs dizaines de conteneurs d'un bateau parce qu'on a une suspicion que ce bateau transporte de la drogue, mais que le conteneur précis n'a pas été identifié. Ça peut donner lieu effectivement au déchargement de plusieurs dizaines de conteneurs et d'opérations de contrôle qui peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Après, les blocages les plus longs, ils portent en général sur d'autres sujets que l'identification de produits prohibés qui ont été introduits d'une façon par des procédés de contamination. Les immobilisations les plus longues, elles vont avoir lieu quand il y a des interrogations et la nécessité d'une enquête sur le statut de la marchandise. Est-ce que la marchandise a légalement le droit d'entrer ou de quitter le territoire au regard de différents régimes restrictifs aux échanges? Et dans ces régimes restrictifs aux échanges, on a bien sûr tout ce qui va toucher aux biens à double usage, donc avec des applications duales possibles dans le champ militaire, etc. Ou ce qui va toucher aux produits sous embargo ou faisant l'objet de sanctions internationales qui nécessitent là des enquêtes beaucoup plus lourdes sur lesquelles je pourrais développer si vous le souhaitez. Il nous reste à peu près un quart d'heure dans cette table ronde. Je vous rappelle que vous pourrez poser des questions dans quelques instants à nos intervenants. En attendant, je me tourne à nouveau vers le secrétaire général de la DGSE. Vous avez décrit tout à l'heure un petit peu les actions que vous meniez en amont pour repérer les faiblesses, les stockages disponibles de denrées particulièrement stratégiques. Concrètement, pour les entreprises françaises, est-ce que vous êtes aussi un point d'appui? Est-ce que vous pouvez aider les entreprises françaises qui sont à l'export, puisque votre action se mène à l'étranger? On fantasme beaucoup sur les services de renseignement américains, notamment, qui aideraient énormément les entreprises américaines. Est-ce qu'on peut compter sur vous pour aider les entreprises françaises à gagner des parts de marché? Alors, je dirais que la DGSE est un service qui travaille, un service de l'État qui travaille au profit de l'État. Donc, et comme je le précisais, notre action est de plus en plus, depuis la réorganisation, depuis les instructions, notre réorganisation et puis les instructions qu'on a eues depuis de nos plus hautes autorités, c'est d'être un service de plus en plus offensif, tourné vers le recueil de renseignements le plus ciblé au cœur de l'acteur menaçant. Donc très très en amont. Je ne dis pas qu'on y arrive toujours, mais c'est ça notre objectif. Ça ne nous positionne pas naturellement dans un contact direct avec les entreprises françaises. Ça nous positionne pour fournir à l'État le renseignement dont il a besoin, à cette équipe. Je disais, c'est un travail d'équipe qui est bien structuré aujourd'hui. Travail d'équipe de services de renseignement et d'administration pour que, in fine, les bonnes informations, les bons conseils, le bon appui à l'exportation puissent arriver aux entreprises françaises. Travail d'équipe, je veux dire quoi? De manière extrêmement régulière. On travaille, et ce n'est pas des paroles verbales, nous travaillons des GSE, des GSI, des RSD, des NRED, TRACFIN, en pool sur ces enjeux-là.
Il y a une comitologie qui est un peu lourde, c'est la bureaucratie, mais ça fonctionne. Il y a le CICE qui est un acteur central. Je sais que vous avez beaucoup travaillé dessus, monsieur le ministre. Aujourd'hui, je crois qu'on est arrivé à une certaine maturité du système et la DGSE a son rôle. Ça n'est qu'un des membres de cette équipe et c'est l'ensemble de cette équipe qui travaille au profit de l'économie française, des entreprises françaises et de la protection des intérêts, la promotion aussi des intérêts, notamment à l'export d'entreprises françaises. Juste un mot, on peut intervenir parfois très directement dans des cas qui sont aussi mettent en jeu la sécurité et la sûreté de nos approvisionnements, qui vont être lorsqu'une entreprise française est implantée dans des pays qui sont soumis à une instabilité particulière, un coup d'État, etc. Donc là, on est dans vraiment un enjeu de sécurité directe de nos intérêts, mais aussi de nos ressortissants. Et là, la boucle peut être très courte. Il y a un coup d'État dans tel pays africain, telle entreprise française est très présente. On peut avoir une boucle extrêmement courte pour dire attention, menace d'attentat, menace de coup d'État. Mais vous n'êtes pas un prestataire de service dans ces situations-là. Mais voilà, notre positionnement n'est pas d'être un guichet fournisseur d'analyse politico-sécuritaire ou d'aide à l'export des entreprises françaises. Il y a d'autres administrations, services de l'État qui sont très bien organisés pour ça et avec lesquels nous allons travailler pour apporter les renseignements nécessaires. Alors, vous avez parlé d'une situation entre guillemets chaude dans un pays à risque où il se passe quelque chose. Mais est-ce que vous pourriez quand même donner une forme de conseil au directeur sécurité et sûreté sur cette supply chain? Parfois, on n'identifie pas forcément un pays très à risque ou on n'identifie pas forcément un maillon de la chaîne très sensible. Est-ce que c'est pas là où il y a le plus de vulnérabilité ? Je ne sais pas si je suis le mieux placé pour donner un conseil à cette audience. Ce que je vais dire, je pense que vous le savez très bien, c'est que, et on l'a dit d'ailleurs à la table ronde précédente, c'est que je pense qu'il est indispensable que les entreprises prennent à bras le corps, et beaucoup le font, et développent cette capacité de sûreté, sécurité, d'anticipation et de maîtrise des risques. C'est indispensable quand votre chaîne d'approvisionnement elle est mondialisée, répartie dans plusieurs pays, etc., et qu'elle dépend de fournisseurs internes. Donc si votre fournisseur critique, sous-traitant critique est dans un pays et que tel pays, vous devez bien sûr avoir dans une certaine mesure une compréhension des enjeux politiques de ce pays-là. C'est votre chaîne d'approvisionnement qui risque de tomber s'il y a un coup d'État ou s'il y a une guerre, etc. Alors, il y a 10 ou 15 ans, on était dans un monde, peut-être 20, on était dans un monde de rareté de l'information où c'était plus difficile pour autre chose que des organismes étatiques ou des services de renseignement d'avoir accès à de l'information de qualité, etc. Aujourd'hui, on est dans un monde où l'accès à de l'information crédible et on a des compétences, des gens qui sont formés, professionnels pour travailler sur des sources ouvertes, des sources grises, sans avoir besoin de services de renseignement. Donc c'est des fonctions que les entreprises sur lesquelles elles peuvent s'autonomiser. Et je veux dire, elles le doivent s'autonomiser. Vous avez vu à quel point les services de l'État sont mobilisés par des enjeux. Ils ne peuvent pas jouer ce rôle-là au quotidien de fournir ce service aux entreprises. Donc, mon conseil, ça serait continuer à faire votre métier, continuer à plaider auprès de vos comités exécutifs, de vos conseils d'administration pour souligner l'importance d'une gestion globale de l'aspect sûreté-sécurité et la gestion des risques, et y compris, vous l'avez souligné, dans votre propre chaîne d'approvisionnement, on sait très bien que quand une entreprise est bien sécurisée et qu'un concurrent, un adversaire veut rentrer, mais va passer par un sous-traitant. Vous êtes nécessairement en interconnexion assez forte, vous ouvrez vos portes, un certain nombre de portes et fenêtres de votre entreprise pour travailler avec un sous-traitant. Et la vulnérabilité n'est pas toujours dans votre entreprise, mais elle peut être dans cette chaîne d'approvisionnement, sur le plan cyber, comme sur le plan humain, sur les ingérences, etc., ou sur le risque réputationnel. Tout cela s'inscrit dans ce qu'on appelle un peu communément l'intelligence économique, être intelligent, être prévoyant. Jean-Baptiste Lemoyne, vous avez fait un rapport récemment au Sénat avec Marie-Noëlle Lienemann. Ce rapport préconise
que la France se dote d'une vraie structure, d'une nouvelle structure pour développer cette intelligence économique qui nous fait un peu défaut? Alors, qu'on soit clair, l'État a clairement musclé son jeu en la matière depuis 5-7 ans. Et moi, je veux rendre hommage parce que c'est vrai que vous avez évoqué le CICE, on a là une structure qui fonctionne bien. Les services, la communauté du renseignement est ici bien représentée, également ont dédié des moyens humains voilà, plus importants. Donc, je pense que la brique État, elle s'est significativement renforcée. Pour autant, en ayant avec Marie-Noëlle Lienemann conduit un certain nombre d'auditions, nous avons auditionné le président Voland naturellement et nous avons entendu qu'il y avait aussi peut-être un besoin de créer un cercle de confiance aussi avec le monde économique. Donc il y a besoin peut-être de plus embarquer les entreprises et de plus embarquer les collectivités locales. Parce que c'est vrai que la compétence économique, ce sont les régions. Mais la vérité, c'est que quand vous regardez les schémas de développement économique et d'internalisation des régions, qu'elles doivent faire, en réalité, vous avez 3-4 régions qui véritablement ont déployé des démarches d'IE. Mais pour beaucoup, ça reste 3 lignes dans un schéma, mais il n'y a rien derrière. Donc, d'où l'idée, avec Marie-Noëlle Lienemann, de se dire, on a peut-être besoin de repenser la gouvernance sans mettre à bas ce qui fonctionne bien, parce que ce serait pire que tout de prendre encore, de perdre du temps là-dedans. Et donc, l'idée, c'est de dire, peut-être créons un secrétariat général à l'intelligence économique, comme on a un SGAE pour les affaires européennes, avec, donc basé à Matignon, avec du coup un SGAE qui est qualité conseiller du PM, et dans le système actuel, un conseiller du PM, il est également conseiller du PR. Et donc, on a là quelqu'un qui va pouvoir orchestrer non seulement l'action de l'État, mais aussi embarquer en partenariat monde économique et collectivités locales, mais en s'appuyant sur la force que représente le CICE, les services, etc. Voilà un peu ce qui nous a guidés. Et puis se dire, on est très bon sur le volet défensif, enfin, on est meilleur qu'on a été par le passé. On a peut-être intérêt maintenant aussi à aller être plus offensif, avoir par exemple en matière de normalisation une vraie stratégie offensive, parce que hélas, même si on maintient notre deuxième rang européen, troisième rang mondial dans les secrétariats de comités de normalisation, les Chinois ils poussent fort, ils avaient 30 secrétariats il y a 10 ans, ils en ont 80 aujourd'hui. Nous on a laissé filer par exemple un secrétariat sur l'industrie automobile, enfin c'est un truc, on se dit mais comment constructeurs français, on a pu ne pas vouloir mettre le temps homme qu'il faut pour assurer ça. Donc voilà un petit peu les deux intuitions étayées par les auditions qu'on a menées. Un, avoir une démarche peut-être plus intégrée qui embarque tout le monde au-delà de l'État. Et puis deux, aller plus sur l'offensif. Maintenant que sur le défensif, on est pas mal outillés. On vous remercie tous les 4 d'avoir participé à cette table ronde. S'il y a des questions dans la salle, les micros sont toujours à votre disposition. Il y en a une à droite, une ici. Une devant. 3. Voilà. Oui, bonjour. Merci pour vos interventions. Je souhaiterais avoir des précisions sur le rapport sur l'intelligence économique. Est-ce qu'à votre avis, pour qu'il y ait vraiment une portée offensive, est-ce qu'il faut changer au sein des structures de l'État un certain nombre de choses, ou il suffit de, vu l'état des choses, appliquer ce qui a été préconisé? Alors, sur le volet offensif, l'État peut accompagner. Par exemple, quand j'évoquais la stratégie de normalisation, ça peut être une stratégie où l'État a son mot à dire, mais en même temps, les entreprises, je veux dire, au quotidien, vous devez regarder vos marchés, votre environnement, et donc c'est là aussi où je pense qu'il y a une hygiène de vie qui est de se dire l'intelligence économique, on l'industrialise. Alors c'est vrai pour tous les grands groupes et un paquet de TI, je pense, mais en revanche, c'est quelque chose qu'on doit faire infuser plus dans le monde des PME qui regardent ça peut-être d'un peu plus loin, parce que le concept d'IE, il est intéressant, en plus c'est très transversal. Le problème c'est qu'il est toujours un peu gazeux. Et donc comment arriver à faire en sorte que les patrons de PME, pour qui c'est pas la priorité, se rendent bien compte que c'est une démarche pour autant qui est hyper importante pour le développement de leur entreprise. Voilà, donc voilà, d'où l'idée un peu de réagencer la gouvernance de l'IE, parce que vous allez toucher ces patrons de PME par le volet local, par le volet territorial, avec les régions, les départements, etc. Et le volet offensif, Monsieur X ne peut pas en parler, mais je sais bien sûr que l'État et ses services
contribue pour un certain nombre d'enjeux économiques de la nation, et c'est heureux. Maintenant, il s'agit de le systématiser dans la vie quotidienne et dans les réflexes. Je pense que c'est une question de réflexe aussi, pour que l'IE devienne dans le quotidien quelque chose qui est véritablement mis en œuvre, appréhendé, et pas juste effectivement un objet de colloque ou de rapport. Deux autres questions. Merci pour ces interventions d'une très grande qualité. Sébastien Samueli du CNPP. J'aurais une question. On sait que, bien sûr que le pire n'est jamais sûr, mais qu'il convient de s'y préparer. J'aurais une question sur les réserves et les stocks stratégiques. Qu'en est-il si demain, il y a une guerre à Taïwan avec la problématique des supraconducteurs? Qu'en est-il s'il y a un goulot d'étranglement sur une matière première avec un fournisseur, un pays fournisseur, le Niger? On sait très bien que c'était quand même un très gros fournisseur en matière nucléaire. Voilà, quelle est la politique en fait de la DGSE et de l'État français, et comment s'appuie-t-il sur les entreprises françaises et le CDSE en particulier pour des réserves et des stocks stratégiques face à des situations telles que celle-là? Merci. Vaste question. DGSE pour répondre. Alors, c'est vraiment pas le champ de compétences de la DGSE. Ça serait plus celui du secrétariat général à la défense et à la sécurité nationale. Je ne peux pas vous répondre sur l'état actuel des stocks, etc. Je peux vous répondre peut-être par une petite réflexion, qui est que je crois que les crises qu'on a évoquées, la crise pandémique et la crise ukrainienne, nous ont rappelé la nécessité ou l'utilité de la planification. Et la planification dans le long terme, une planification qui n'est pas nécessairement celle des années 50 ou des années 60, mais on avait quitté le monde de la planification pour le monde de la coordination, qui est le monde des flux tendus, qui est le monde de l'absence de stock. Aujourd'hui, le dilemme qu'on a à traiter, qui est un dilemme aussi budgétaire, un vrai choix politique, c'est celui de comment planifier, comment prévoir ce type de crise, quel coût ça a, parce que ça a un coût, et on a des injonctions extrêmement contradictoires. Tant que vous n'avez pas utilisé vos stocks stratégiques, un jour il y aura quelqu'un qui viendra en disant pourquoi ça coûte 2 milliards d'avoir des stocks stratégiques qu'on n'utilise jamais. Ça sert au jour où, vous savez bien, la sûreté, la sécurité, c'est un coût, jusqu'au jour où. Voilà, donc on a cette tension. Si les choses étaient simples, on les aurait résolues simplement. C'est des choix que les politiques connaissent bien, parce qu'ils y sont confrontés en permanence. Mais voilà, je crois qu'il y a cette prise de conscience très claire, et qu'on est en train encore de définir petit à petit comment on repositionne le rôle de l'État dans cette capacité d'anticipation, de planification, de mise en œuvre de réserves, de consolidation de la souveraineté sur un certain nombre de chaînes d'approvisionnement, que c'est un travail de long terme, que ça ne se fait pas par un claquement de doigts, et que ça se fait dans un environnement de contraintes et d'injonctions contradictoires extrêmement fortes. Peut-être, Monsieur le Ministre, vous avez... Vous voulez ajouter quelque chose, Monsieur Lemoine? Non, pas particulièrement. Une dernière question peut-être dans la salle, sauf s'il y en a une autre qui surgit. Oui. Vous êtes les bienvenus. Patrick Butor, merci beaucoup Monsieur le Ministre d'avoir évoqué les questions de normalisation. Je suis président d'un petit groupe de l'ISO sur les normes de sécurité. Nous avons eu la semaine dernière l'offensive de nos alliés australiens et américains pour prendre ma présidence, en la fusionnant avec une autre commission concernant la cybersécurité. Grâce aux Allemands et aux Indiens, on a réussi à enrayer cette offensive, mais on a à peu près 6 mois devant nous pour se préparer pour la prochaine. Donc je lance un appel aux adhérents du CDSE, à son futur président, pour qu'on se groupe en France pour s'y préparer. Merci pour cette dernière intervention. Je crois qu'il y a... Si. Une dernière question. Une petite dernière intervention, une petite question. Et après, Stéphane Volant viendra nous rejoindre sur scène pour boucler cette matinée et introduire un dernier message d'un grand absent. Monsieur. Oui, merci. Donc une dernière question rapidement. Vous pouvez vous présenter? Oui, Jérôme Passinetti, pardon. L'idée, pour moi, la question, c'est que le mot Europe a été assez peu évoqué dans la sécurisation des chaînes d'approvisionnement, qu'elles soient matières premières, hautes technologies, semi-conducteurs. Or, le commissaire Thierry Breton me semble relativement allant sur ce sujet-là. Donc, dans quelle mesure on peut aujourd'hui travailler avec l'Europe
la France, avec l'Europe, pour que ces sécurisations se fassent à cette échelle-là et non pas juste à l'échelon français, qui est certes pertinent, mais peut-être pas suffisant en termes de taille. Merci. Monsieur Lemoine, est-ce que c'est envisageable de travailler à l'échelle européenne sur la gestion des stocks stratégiques? C'est envisageable, c'est souhaitable, il faut le faire. Maintenant, quand on parle de souveraineté, elle demeure nationale et on l'a vu avec les crises qu'on a connues. C'est à la maille nationale qu'on a quand même cherché à sécuriser le maximum de choses. Donc il faut faire ce travail en européen parce que il y a des choses dont on peut s'assurer collectivement. Je l'ai vu aussi avec ma casquette tourisme. On a réussi très vite à être la seule zone au monde à l'époque à faire revoyager les gens grâce à notre passe sanitaire européen, etc. Donc oui, bien sûr, c'est une démarche essentielle. Maintenant, ne soyons pas naïfs. Dans ce monde, voilà, l'échelle, elle est aussi nationale quand il s'agit d'enjeux vitaux et par conséquent, il faut aussi assurer nos arrières de ce point de vue-là. Merci. Merci à tous pour votre participation à cette table ronde.